Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Clément Altresco, le fondateur et CEO de Bureau à partager. Bonjour Clément. Salut Mathieu. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Donc moi je m'appelle Clément, j'ai 38 ans. Alors je me présente souvent comme un entrepreneur. Aujourd'hui je dirige et fondé un groupe qui s'appelle BAP avec plusieurs activités. Notre mission, comme on aime bien le dire, c'est d'essayer de réinventer le travail. Cette petite occupation qui prend 10 à 12 heures par jour, on essaye de faire en sorte qu'elle soit plus sympa, en tout cas de réfléchir à des nouveaux modes de travail. Et pour ça, on crée avant tout des espaces de coworking sous la marque Morning. On a aujourd'hui 15 espaces, Paris, Première Couronne, des espaces dans lesquels il fait bon bosser, travailler. Notre slogan, c'est du taf, mais c'est du kiff. Et ça va ensemble, le taf et le kiff. Donc voilà, sur les espaces Morning, on a aussi chez nous un site qui s'appelle bureauapartager.com, qui est l'activité historique et sur lequel on regroupe tous les espaces de coworking en France et les espaces partagés par les entreprises, comme ici d'ailleurs, je crois que vous partagez des bureaux. Tout à fait, chez Cosa Vostra, on est client Bureau à partager, oui. Voilà. Du coup, c'est un vrai site qui permet à auto-entrepreneurs, indépendants, TPE, PME et même de plus en plus de grosses boîtes de trouver des bureaux flexibles, sympas, dans lesquels ils peuvent venir bosser en coworking. Enfin, on a deux autres activités. La première, c'est qu'on édite un soft de gestion d'espace de coworking qui s'appelle Link. Donc un soft pour gérer un espace de coworking, surtout gérer la communauté des coworkers, organiser des événements, discuter. Enfin vraiment, c'est un fil Facebook par espace et plein d'autres choses, le contrat, etc. Et le dernier projet qu'on a, qui est dans les bacs en ce moment, il s'appelle Flex, et j'en dis pas trop, mais l'objectif c'est de créer une application mobile pour permettre aux salariés des grands groupes de booker, louer en temps réel des espaces de coworking partout, tout le temps, avec une dimension télétravail évidemment et mobilité des employés. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Évidemment, ce qui tire la croissance aujourd'hui du groupe, c'est l'activité Morning. On a plein d'espaces qu'on va ouvrir avant l'été. 4, peut-être 5. On est en train de signer 2 espaces 2 prochaines semaines. Et voilà, donc on s'éclate. On est 70, on a 5 ans. C'est une belle aventure. On essaie de vraiment faire des choses comme on les aime. Et voilà, c'est très passionnant comme aventure. Eh ben ça fait, en effet, c'est assez riche juste pour en plus une seule aventure professionnelle, parce que tu en as eu d'autres avant. On y viendra, mais notamment quelques beaux succès. Pour bien comprendre juste Morning, c'est donc vous êtes un concurrent de WeWork, ou voilà, avec vos propres. La différence avec Bureau à partager, c'est que vous louez des bureaux chez Cosa Vostra par exemple et ailleurs, donc un peu partout. Une place de marché, quoi. Voilà. Et Morning, c'est vraiment vos espaces que vous louez en 369, sur un bail où vous achetez pas, j'imagine. Si. Alors on a 2 modèles sur Morning, un modèle un peu particulier et un modèle classique. Alors le modèle particulier, ou plutôt un modèle éphémère, c'est qu'on va prendre des espaces sur des périodes court, moyen terme, entre 1 an et 3 ans. Des espaces qui peuvent être soit en cours de travaux ou pour plein de raisons. En fait, il y a plein d'espaces qui restent vides pendant des périodes plus ou moins longues. Et donc nous, on va aller chercher à valoriser ces espaces et à les transformer en espaces de coworking sur cette période de vacances forcées. C'est comme ça, par exemple, qu'en ce moment, on occupe une ancienne école de commerce, ancien lycée. D'accord. Fait 7000 m², avenue Truden. Folie. C'est une belle folie. Il y a 2 cours intérieurs. C'est dans son jus. C'est vraiment une école, quoi. On a transformé les salles de classe en bureaux. Ok. Et on a retapé cette école et on sait pas combien de temps on va l'avoir encore. T'as un préavis de quelques mois Exactement, on a un préavis de 3 mois.
donc il y a quand même 500 gus qui bossent dedans, il y a plus de 50 boîtes. Et tout le monde sait qu'en 3 mois, on peut tous se faire virer gentiment. Alors voilà, c'est le deal, hein, par le propriétaire qui évidemment prévoit de faire des travaux dans X mois dès que son permis de construire sera tout bien validé. Donc ça c'est un style de prise à bail qui est on va dire la jambe éphémère, qui est très chouette parce qu'on se retrouve avec des espaces assez dingues, comme cette école. Mais on récupère plein d'autres trucs assez marrants, et puis c'est du recyclage en fait. Oui, c'est ça, ça règle un vrai problème. C'est-à-dire que moi je vois, je passe souvent dans le 17e, pas loin d'ici, devant un espèce d'hôtel particulier immense et qui est vide à vendre, ouais. Et qui est vide, et il est à vendre depuis 1 an et demi, et il est vide depuis 1 an et demi. Je me dis mais c'est aberrant. Alors c'est aberrant à plusieurs titres, hein, c'est-à-dire que ça pourrait être déjà des gens qui dorment dehors, qui pourraient dormir dedans. Ça, ne rêvons pas quand même aller jusque là, ce serait un peu trop. Mais au moins ça pourrait être des bureaux, quoi. Mais tu rêves pas. Il y a une association qui s'appelle Aurore, qui fait de l'hébergement d'urgence, qui récupère pas mal d'espaces comme ça temporaires pour en faire des hébergements d'urgence, notamment pour les femmes qui se retrouvent à la rue avec des enfants. Ouais. Et plein d'autres catégories de personnes. Comme quoi, faut rêver, quoi. Non, mais bien sûr, il y a Aurore a cette activité. C'est eux qui gèrent un grand projet qui s'appelle les Grands Voisins dans le 14e, qui est un ancien hôpital de 14 000 mètres carrés, qui est en train de plus ou moins s'arrêter. Mais donc il y a des sujets très intéressants de ce côté-là, de revalorisation, de recyclage d'espaces perdus. Et donc c'est une partie de ce qu'on fait. Alors nous, la différence typiquement avec Aurore, c'est qu'on va faire quand même des travaux assez substantiels. On va pas non plus faire n'importe quoi, voilà, mais on va quand même, par exemple sur l'école de Truden, on a dépensé, alors c'est pas beaucoup, 600 000 euros pour retaper l'école. Alors ça paraît beaucoup, 600 000 euros, mais en fait au regard des 7 000 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Ouais. Quand on rapporte ça au mètre carré, ça fait moins de 100 euros du mètre carré, ce qui est que dalle en fait pour retaper des bureaux. Et ça cartonne, c'est plein. Voilà, on a une file d'attente pour les bureaux Truden, c'est génial. Et c'est fou quand même d'en arriver là, parce que 5 ans sur bureau à partager, arriver en 5 ans à me dire sur ce podcast, on a investi que dalle, 600 000 euros. Non, c'est beaucoup. Oui, non, mais je veux dire, oui, mais tu vois, c'est toujours du relatif. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, tu m'aurais dit ça, tu m'aurais dit, c'est le projet, c'est presque le projet de ma vie, quoi. Enfin... Oui, c'était 2 fois mon chiffre d'affaires. Donc, non, bien sûr. On relativise au prix des travaux, ça coûte cher les travaux. Donc on a cette activité avec une jambe éphémère où on a plein d'opportunités, et puis on va gérer ces opportunités, faire en sorte de trouver des espaces, les retaper, et pour une durée on va dire éphémère. Donc voilà, je peux vous en citer plein des espaces, mais c'est l'idée. Et après il y a la jambe classique long terme, bail 3, 6, 9 ans, 12 ans ferme, donc c'est le bail classique. Sur un modèle voilà des grands concurrents comme WeWork, Nextdoor, Querc et compagnie, qui sont un peu les noms du coworking en France aujourd'hui. Et là c'est évidemment plus de financement parce qu'il y a des garanties, il y a des gros propriétaires qui veulent des garanties, et donc il faut beaucoup plus d'argent. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'on va aller chercher en ce moment des financements pour pouvoir prendre plus de mètres carrés de ce type-là à terme. Donc voilà, on a 2 jambes sur Morning, le côté éphémère plus opportuniste, et le côté plus classique. Voilà. Et au final, on fait la même chose à l'intérieur des espaces. Notre objectif, c'est de créer une communauté d'entreprises, des colocataires qui vont échanger, qui vont s'éclater dans un espace et créer une bonne ambiance. Et donc ça, c'est notre mission première. Que ça soit pour 2 ans ou pour 10 ans, au final, c'est pareil. C'est la même chose. On va peut-être moins investir quand on est là pour 2 ans que sur 10 ans, mais on va investir autant dans l'ambiance. Voilà. Et du coup, c'est le fondamental, on va dire le sous-jacent sur bureau à partager, Morning, Link, bientôt Flex. C'est un peu ce nouveau mode de travail. Tu le disais tout à l'heure, mais en fait, le travail change, la manière de travailler change, les lieux changent. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Je te le disais tout à l'heure, mais et ça. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte, et à quel point tu crois que ça a changé? Parce que j'imagine que alors, des choses. C'est vrai que c'est pas un changement radical, c'est un changement très lent.
mais très perceptible quand même et très très fort. Je m'en suis rendu compte il y a 10 ans, à peu près, plutôt il y a 8 ans, quand j'ai passé 3 ans à San Francisco. Entre 2008 et 2011, j'ai eu de la chance de m'occuper de la filiale américaine de ma boîte, de mon ancienne boîte qui s'appelle Faber Novel. Et j'ai notamment monté un espace de coworking à San Francisco qui s'appelle Paris Soma. Et j'ai passé du coup 3 ans de ma vie dans un espace de coworking à tout gérer de A à Z et être un peu chef de bar, quoi. Parce que quand tu gères un espace de coworking, finalement, il y a des gens qui arrivent tous les jours dans ton espace. Il y a des événements, il y a c'est énormément de social en fait. Tu peux juste m'expliquer pour faire un petit pause là-dessus comment tu crées Paris Soma, c'est quoi l'idée? Tu arrives là-bas, tu te dis on va monter et je salue au passage, on n'a pas dit donc que tu étais cofondateur de Faber? Non, partenaire, ouais, associé, d'accord. Associé de Faber Novel, qui est une très très belle agence qu'on aime beaucoup chez Cosa Vostra. Néanmoins concurrent coopétiteur, confrère. Non, mais en plus vraiment c'est on pense tout le bien possible de Faber. Mais tu débarques là-bas à San Francisco, c'est quoi? T'as pas de bureau, tu te dis faut que j'en trouve un, je vais monter un truc. Comment t'arrives à créer Paris Soma en fait? Ouais, alors l'histoire elle est assez marrante. Donc le fondateur de Faber Novel s'appelle Stéphane Distinguin. Et à l'époque, il a aussi développé une asso qui s'appelle toujours le Silicon Sentier, oui, qui est plus une asso maintenant, qui est un peu l'ancêtre de la cantine et l'ancêtre du Nouma. Et en fait, à travers ces activités, dont on a parlé avec Alice Zaguri la semaine dernière. Voilà. Et du coup, dans ces activités, il est amené à voyager avec Bertrand Delanoë, ex-maire de Paris à l'époque, pour jumeler Paris et San Francisco. Je crois qu'on est en 2006 et en revenant de ce voyage, il dit il arrive dans le bureau, il dit faut qu'on crée un bureau à San Francisco, c'est là-bas que ça se passe. Faber Novel, c'est le futur il est à Paris, mais il se fait à San Francisco, donc faut qu'on ait un pied là-bas. Donc on remue ciel et terre et puis il trouve l'ex-copine d'un copain à Paris qui a un appart à San Francisco qui est beaucoup trop grand pour elle. 215 mètres carrés juste pour elle. D'accord. Et du coup, on lui sous-loue l'appart et du coup, on y met notre bureau qu'on appelle Paris Soma. Donc au départ, Paris Soma, c'était un bureau avec quelqu'un qui habitait à l'intérieur et il y avait une cuisine, enfin voilà. Et elle habitait là avec sa chambre. Enfin, c'était assez rock and roll comme on l'aimait. Donc elle sortait en pyjama pendant que vous... C'est à peu près ça. et du coup, ça s'est lancé en 2007. À peu près au même moment que la cantine d'ailleurs. D'accord. Sous un format un peu hybride comme ça, assez marrant. Et puis nous, on a monté du coup le Faber Novel USA. Alors au début, il y avait pas grand-chose, hein, c'était juste Paris Soma. Et puis j'ai décidé avec Stéphane d'y aller pour faire un peu monter la sauce. D'accord. Et du coup, j'ai passé 3 ans là-bas à partir de 2008 à développer Paris Soma. Effectivement. J'ai essayé aussi de développer Faber Novel au début, mais avec mes 28 ans à l'époque et mon petit accent français, et j'arrivais pour voir des boîtes américaines et leur expliquer on allait leur expliquer ce que c'est que l'innovation et les nouvelles technologies. Ça passait pas trop. J'ai pas beaucoup essayé pour te dire vrai. Donc je me suis surtout concentré sur Paris Soma. J'ai créé un écosystème en fait. C'est ça que j'ai créé, un espace avec un écosystème autour. Avec il y avait par exemple surtout des Français ou rien? Il y avait les deux. Non, il y avait les deux. Oui. Alors effectivement, il y avait une teinte française et on va dire qu'il y avait un tiers, peut-être la moitié de temps en temps des gens qui parlaient français. Effectivement, il y avait ça faisait le pont quand même avec notre réseau et notre écosystème français. Mais je me suis toujours battu pour qu'il y ait un bon équilibre. D'accord. Voilà. Et c'est toujours le cas. Il y a toujours une dimension assez internationale avec une bonne part de Français, mais pas mal, beaucoup d'Américains. Et c'est plus dans cet appartement de 215 mètres? Non. Alors l'histoire est que donc au bout de 2 ans, on a eu l'opportunité de prendre un espace de 1000 mètres carrés juste de l'autre côté de la rue, ouais. Donc le même bloc, et un super espace
Donc d'ailleurs les anciens locaux de je sais pas si tu vois la boîte qui s'appelle Best Place to Work là, tu sais le truc de notation. Oui, bien sûr. Ouais. Et ceux qui avaient ils avaient des vieux cubicles dégueulasses dans cet espace pour une boîte qui est censée prôner l'amour au travail, et voilà. Donc on a tout viré, on a fait un super espace et on faisait des TEDx Soma, on avait 200 personnes qui venaient, on avait un super espace événementiel. Donc déjà on faisait des événements assez cool dans notre espace avant, mais alors dans celui-là c'était juste dingue. Donc ça nous a boosté l'écosystème, un truc de malade. On faisait 2-3 événements par soir, on faisait de la formation, voilà, j'avais pas un soir où on n'avait pas des trucs qui se passaient chez nous. Et ça a vraiment été ça a duré 1 an avant que je revienne à Paris, et puis après ça a continué sans moi, hein, mais voilà, donc le passage à l'échelle entre 200 mètres carrés et 1000 mètres carrés a été assez dingue. D'accord. Ce qui me fait marrer, c'est que en préparant brièvement ce petit entretien tout à l'heure, Clément me disait qu'il pensait pas qu'il allait pouvoir tenir plus de 15 minutes, je pense, mais je pourrais te faire parler 1h30 et ça, tous les gens qui nous écoutent, juste de parler comme ça, ouais. Tu vois, non, mais Paris Soma, parce que ça a l'air d'être et ce qui est fou, c'est que t'arrives là-bas avec en fait un autre projet qui est de développer Faber Novel. Alors, est-ce que du coup, tu disais que finalement tu t'es concentré là-dessus, mais est-ce que Paris Soma t'a rapporté du business pour Faber? Ouais. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Dans ce genre de projet, en fait. Exactement, parce que ça a toujours été un objectif en soi, de développer aussi l'activité conseil avec Faber. Et donc du coup, l'écosystème qu'on crée grâce à Paris Soma commençait à attirer des grandes boîtes. On faisait des événements avec les Twitter, avec toutes les gros de la place de San Francisco, de la Silicon Valley, et du coup ça nous a amené à commencer à bosser avec des boîtes sur place. On a fait une mission pour un constructeur, une application, et c'est beaucoup le moment des applications à l'époque. Ah oui, 2008. On faisait pas mal de trucs d'applications. On lançait aussi quelques projets français à San Francisco puisqu'on était sur place et ils avaient Donc on a commencé à développer cette activité. On faisait aussi des voyages entre Paris et San Francisco. Ce que fait toujours Faber Novel. Ce que fait toujours Faber Novel de plus en plus. Les voyages exploratoires. Exactement. C'est learning expedition, comme on appelle ça. Donc effectivement, cet écosystème et cette base de contact Paris Soma a été un tremplin pour l'activité de Faber Novel. Et donc ça a été quelque chose de voulu sans être vraiment voulu, c'est-à-dire que c'est l'opportunité en fait qui crée voilà. Tout en étant un tremplin pour toi du coup, parce que ça a été la base de BAP. Ouais, effectivement. Alors ce qui est drôle, c'est que Bureau à partager a préexisté à mon départ, puisque le site bureauapartager.com, je l'avais monté chez Faber Novel toujours. Parce qu'on avait des bureaux trop grands, boulevard Sébastopol, on avait 200 mètres carrés, on a pris 200 mètres carrés en trop, on avait trop de place. Et du coup, comme souvent Stéphane m'a dit, trouve des colocs, c'est pas possible qu'on paye un loyer pour rien. Et donc je me suis démerdé. Au départ, j'ai appelé les copains pour savoir qui voulaient louer des bureaux. Et puis au final, j'avais plus de copains à appeler et j'ai créé un site. Ouais, sachant que c'est une dynamique intéressante. J'en ai parlé ici avec Christian Georges notamment, qui est un des fondateurs de Vestiaire Collective, qui nous racontait dans des logiques d'hypercroissance, finalement louer des bureaux ou un entrepôt ou quelque chose beaucoup trop grand pour soi, ça fait partie du jeu, parce que évidemment moi alors je suis pas bureau partagé ou ni vestiaire collectif encore moins, mais le Cosa Vostra, on a dû déménager 4 fois en 4 ans. Ouais. Donc il y a un moment tu te dis bon, ça suffit en fait, j'ai besoin de combien? 200 mètres carrés, OK, je vais prendre 400. Et puis en effet, tu arrives à cette problématique de rentabilité, c'est que tu peux absolument pas te permettre d'avoir des bureaux vides. Ouais. Exactement. Donc du coup, tu sous-loues et tu appelles bureau à partager. C'est comme ça qu'on s'est monté à la base. Alors on est en 2007, il y a pas l'économie collaborative, il y a Airbnb, je crois existe à peine. Enfin voilà, au départ on a vraiment monté un espace pour entrepreneurs pour partager ses bureaux. C'était vraiment ça l'essence du truc. Et du coup le coworking a démarré à peu près à ce moment-là. Enfin voilà, ça a été un peu parallèle.
Et au départ, effectivement, bureaupartagé.com, c'était vraiment un site pour trouver son colloque de bureau qu'on a monté pour notre problème qui était qu'on avait des bureaux trop grands. Et puis finalement, on l'a ouvert à tout le monde. Et puis on s'est dit, bon, bah, on verra si ça marche. On l'a fabriqué, le site, avec des colloques qui sortaient de l'Epitech. D'accord. À qui on a filé 2 000 € pour faire le site, le premier site. Le POC. Le POC, exactement. On leur a donné 10 000 € pour faire la V2 2 ans après. Et 20 000 € pour faire la V3 5 ans après. Donc du coup, toi, ils sont restés 3 ans. Ils ont fait les 3 versions avant qu'on la récupère vraiment, et c'est moi qui l'ai récupéré après. Mais ouais, c'est donc du coup, quand tu dis que ça existe depuis 5 ans, tu parles de cette 3e version. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment une sorte de site de trucs bricolés. On occupait 1 heure par semaine. Ouais. C'était vraiment un site qu'on avait comme ça, voilà, qui avait pas de business model. Qui avait une entité juridique ? Non, c'était chez Fabien Novel. Ouais. Ouais. D'accord, donc il y a eu cette scission à un moment. Alors, je te propose de revenir sur ce point. Ouais. Juste après, je voudrais quand même qu'on remonte très loin en arrière parce qu'on n'a pas parlé d'un ou deux points dans ta vie. Moi, j'ai notamment lu plusieurs points intéressants, mais notamment Digitic. Donc, t'es l'un des cofondateurs de Digitic ? Ouais, alors, ma petite histoire en rapide, hein, moi j'ai fait Dauphine. T'as grandi à Paris ? J'ai grandi à Paris. Dans le 15e, j'ai fait Dauphine, voilà, le classique, quoi, rien de spécial. Et en sortant de mon DESS, parce que c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, hein, pour les jeunes qui écoutent, 2, ouais. Master 2, je devais faire un stage. J'ai rencontré Stéphane qui était dans un fonds d'amorçage, parce que j'avais envie de faire de l'investissement dans les startups, hein. D'accord. Et puis il m'a pris dans son fonds d'amorçage, et puis en 2000, 2001, quelque chose comme 2003. Ouais, d'accord. Et du coup, 1 mois plus tard, il m'a dit, en fait, je quitte le fonds d'amorçage, je vais monter ma boîte qui va s'appeler Fabien Novel. Tu viens avec moi en stage toujours? Et bon, comme j'avais pas le choix parce que de toute façon je devais valider mon DESS, je lui dis bah oui, bien sûr. Et ils t'ont laissé, parce que changer d'entité juridique en cours de stage, c'est compliqué. Ouais, bah d'ailleurs j'ai dû valider que l'année suivante mon DESS à cause de ça. D'accord. Parce que j'avais perdu un Fallait mois. Le suivre quand même. Ouais, d'accord. Ouais, après voilà. Et donc j'ai démarré au 1er septembre, au premier jour de Fabien Novel. D'accord. J'ai monté le bureau physiquement avec les vis et les trucs de Fabien Novel dans le bureau. Voilà, c'était assez drôle. Vous étiez combien du coup? On était 2 Clément, 2 stagiaires. Ouais. D'ailleurs, je le vois toujours. Je bosse avec l'autre Clément en ce moment sur des projets. C'est assez drôle. Clément comment? Clément Terry. D'accord. Parce qu'il fait de l'immobilier maintenant. Ok. Il est chez un promoteur aménageur. Du coup on a démarré comme ça 2 Clément plus Stéphane le 1er septembre 2003, Fabien Novel dans une coloc de bureau d'une boîte espagnole qui était en train de sous-louer, ça allait mal, du coup ils sous-louaient des espaces. Donc tu vois, ça a toujours suivi depuis le début de ma carrière, depuis le début de ma jeune carrière, la colocation de bureau, ça a toujours été présent, quoi. Donc t'es quasi cofondateur, sauf que t'étais pas actionnaire, mais t'étais là à la fondation. Voilà, et donc le premier projet sur lequel Stéphane avait gagné était avec Transdev, qui est l'équivalent de la RATP en région. Tout à fait. Et avec FTR&D et Orange. Et l'idée, c'était de faire des billets de bus sur mobile. Alors à l'époque, on est en 2003, l'internet mobile, ça s'appelle le WAP à l'époque. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Les écrans couleurs, ça n'existe pas. Voilà, il y avait juste à l'époque, il y avait l'iMode qui était la version couleur du WAP qui venait du Japon. Oui, donc on est vraiment sur la préhistoire l'iPhone, c'est en 2006. Donc on est 3 ans avant l'iPhone et c'est vraiment la préhistoire de l'internet mobile. Et donc nous on avait un projet avec tout le monde qui faisait des billets de bus sur mobile. Je vais vite, mais en gros en sortie de ce projet, je dis à Stéphane, bah écoute, c'est con, faudrait faire des billets pour les concerts sur le mobile. Le mobile c'est et donc on arrive à convaincre Bouygues Télécom d'acheter des places pour le Gala Dauphine, 300 places, et de les vendre sur l'iMode. D'accord. Exclusivement sur l'iMode. J'allais te dire tout à l'heure que je me souvenais que iMode c'était Bouygues, parce que c'était que Bouygues, je crois. C'était que Bouygues, ouais. Et donc du coup, moi, comme je suis un petit malin et que je connais bien le Gala Dauphine parce que ça faisait 5 ans que j'étais en cette fac, je savais que 2 semaines avant, il y aurait plus de place à vendre. Et donc 2 semaines avant, évidemment, il y a des affiches partout dans Dauphine qui a un iMode pour acheter des places. Il y a plus que des places sur iMode. Donc en fait, les 300 places qui sont à vendre sur iMode, personne n'avait d'iMode à l'époque, mais du coup tout le monde recherchait un iMode. Donc il y a limite des gens qui se mettaient à prendre un forfait pour avoir la place sur iMode.
Donc ça a bien cartonné et du coup on a été invité. Alors faut se rendre compte, à l'époque on était 3 ou 4 chez Faber Novel. On a été invité à Challenger pour voir le directeur stratégique de Bouygues, parce que le fils Bouygues a fait remonter ça à son père. Challenger, c'est le grand bureau, le grand c'est le headquarter de Bouygues. C'est leur Bouyguesplex qui est en dehors de Paris, où c'est un parc quoi le truc. Et donc on se retrouve dans le bureau gigantesque du stratégie head of strategy de Bouygues, et puis voilà, c'était très cool quoi. Et donc c'est comme ça qu'est né Digitic, par une première mission comme ça par Bouygues Télécom. Après on a fait tous les galas de fac avec Bouygues, et puis on a commencé à faire plein de trucs avec l'Olympia, etc. Et en fait moi ce que j'ai fait vraiment, c'est de construire le produit. Voilà. Et ce qui est sympa, je dois préciser, parce que par moment moi, j'ai un truc qui me manque en dirigeant une agence, même si on crée des projets, on crée encore des startups chez Cosa Vostra, mais c'est ce côté, tu vois, être à la tête de bureau à partager d'une startup, et voilà, le fait de bosser pour d'autres tout le temps, des clients. Par moment, on se dit, ils font pas les choses comme on a envie de les faire, pour des raisons X ou Y, mais il y a quand même ce revers de médaille qui est super cool, c'est que c'est très inspirant. Je veux dire, là, t'as un client qui te dit, je veux faire des billets sur mobile. Et puis finalement ça te donne une idée pour faire autre chose, et moi finalement dans ma réflexion personnelle autour de tout ça, je me dis quand même, quand je vais voir un client qui est dans le luxe, dans l'assurance, dans le pet food, dans que sais-je, les montres, qui m'emmène visiter, pour le citer parce que c'est un super client, Moser, qui fait des montres, et qui m'emmène Moser, qui fait des montres super en Suisse. Tu vas visiter son usine, c'est fou, et ça t'inspire sur plein de choses, son usine, sa manufacture. Et voilà. Et donc, je trouve ça intéressant de voir aussi que ça, c'est ton premier client. En revanche, toi, t'as pas duré 2 secondes sur Faber. Finalement, Faber Novel était parti direct sur Digitic, en fait. Alors, t'as complètement raison. En fait, ce qui se passe, et c'est là où moi, j'ai toujours été entrepreneur et j'ai toujours aimé pousser les projets. En fait, pour moi, un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui a envie de pousser des projets et qui lâche rien, quoi. Et qui voit un truc qui lui plaît et qui se dit, OK, je vais faire ça m'amuse. Et donc, effectivement, l'inspiration vient de tous les côtés. Là, elle est venue d'un projet qu'on menait. Et on s'est dit, mais voilà, il faut lancer une activité de billettique sur mobile. Ça n'existait pas à l'époque, nulle part. Et donc c'est l'inspiration est arrivée, et puis on a trouvé la façon de commencer à y aller, et puis Digitic est né. On a commencé à faire des billets un peu partout sur mobile, et on les imprimait aussi. Et comment il se fait cette décision juste de créer Digitic? C'est quel moment? C'est qui? C'est une discussion avec, vous êtes combien? Qui part? Qui reste chez Faber? Pourquoi vous continuez? Pourquoi Stéphane continue Faber? Est-ce qu'il est dans Digitic? Enfin, c'est quoi? Non, l'histoire elle est très simple. On avait un prestataire qui s'appelait Mobivillage à l'époque, qui nous aidait sur la partie, qui développait toute la partie mobile, qui était à Marseille. Avec 2 entrepreneurs à sa tête. Et donc, non, il faut se dire qu'on a 8 mois dans les pattes avec Faber Novel. Hein. On était gentils quand même. Hein. À l'époque, c'était le début. Hein. On n'avait pas beaucoup d'expérience. Et donc, on dit à ce prestataire, écoutez, nous, on veut monter une boîte là-dessus. Est-ce que ça vous tente? Évidemment, ils sont chauds. Et ils disent, voilà. Et donc, on l'a fait à 51,49 pour eux. Première grosse connerie. Ou pas. Ça dépend comment tu regardes l'histoire. Donc, Mobivillage prend 51%. Ouais, exactement. D'accord. Et 49, c'est... Moi, j'avais 5 et Faber Novel avait 44. D'accord. Voilà. Donc effectivement, j'ai pris un petit bout. Voilà. Donc moi, sachant que t'étais à peine stagios, quoi. Enfin, ouais, j'avais signé. Moi, j'ai signé mon CDI le 1er mars. D'accord. 2004. Et voilà. Donc évidemment, moi, j'étais complètement à fond. Je disais à Stéphane, vas-y, faut que j'aille à fond sur Digitic. Je veux prendre plus. Je veux me mettre à risque. Et Stéphane, il a eu l'intelligence, je pense à l'époque, de me calmer un petit peu et de rééquilibrer les choses. Donc le jour je faisais du Faber Novel, le soir et le week-end je faisais du Digitic. Évidemment j'étais à fond parce que voilà, c'était mon bébé. Pendant 2 ans j'ai mangé et bu Digitic. J'ai construit le produit avec un Marseillais, Tekos, que j'avais au téléphone tous les jours, avec qui je montais et je développais la plateforme. On se voyait régulièrement, et du coup je profitais des ressources de Mobivillage grâce à ce mec là.
On construisait le produit et le service à Paris. Et c'est comme ça que Digitic a commencé à grandir. Et le deal était sans cash. C'est-à-dire que il vous donnait... C'était des ressources, ouais. Il vous donnait des ressources, un certain nombre de ressources, et c'est parti comme ça. On est parti vraiment en mode chacun met ses ressources. Un peu startup studio, quoi, quand même, dans l'approche. Enfin, très bien. Ouais. Exactement. Et donc, pour la faire courte, hein, mais fin 2006, les Marseillais vendent le village à un Japonais qui vendent pas mal, ils vendent bien leurs trucs. Ils arrivent à sortir la partie de Digitic. D'accord, ce que j'allais dire. Et du coup, ils réinvestissent dedans. Et ils nous disent gentiment, maintenant, laissez-nous la main. On va mettre du pognon et on veut faire monter la sauce sur Digitic. Et diluer du coup. Du coup, on perd la main. Alors, ça a été une épreuve un petit peu dure pour le jeuneau que j'étais de 25 ans, qui avait passé 2 ans de sa vie complètement accroché à son bébé et qui avait développé son petit bébé. Donc j'ai eu un petit peu de mal. Ouais, c'est quoi le ressenti là, parce que c'est le ressenti, c'est que tu perds ton bébé, quoi. T'as t'en veux à tout le monde, au monde entier. Non, t'en veux aux Marseillais principalement. mais finalement. Je précise, pas tous les Marseillais. Pas tous les Marseillais, évidemment. Mais globalement, bon, ça s'est passé. Ça s'est pas incroyablement passé, même si avec le recul, ils ont fait du super boulot. Ouais. Donc ils auraient peut-être pu avoir un peu plus de tact et mieux gérer la situation, et ça serait sûrement mieux passé pour moi. Mais au final, voilà, ils ont réussi leur truc. Ils ont revendu derrière Digitic 4 ans après à Vivendi pour 50 millions. Et toi, vous, il vous restait rien? Si, vous étiez. Si, nous, on était largement dilués. Je crois que moi j'ai gagné 100 000 euros net d'impôts. Voilà. À la fin, sur 50 millions. Voilà. C'est dur parce que en effet, tu dis sur les 4-5 ans. En même temps, je sais pas si j'aurais fait mieux. Oui, mais ce qui est dur, c'est de te dire que ta genèse et les 2 ans et le suivi, t'aurais pas fait mieux, mais Digitic n'aurait pas existé non plus. Non. Sans toi. C'est clair. Donc c'est quand même ça que je veux dire quand je te parlais tu peux appuyer sur le ça fait mal, vas-y tu peux y aller. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a de l'eau qui a coulé. On a cette approche très startup studio, donc on crée des startups avec Cosa Vostra, on aide on crée souvent des startups dans lesquelles on a 100% au début, on a une idée entière, et puis on fait rentrer des opérationnels, et puis on développe le business, et puis en mettant souvent des ressources plus que du cash, même si de temps en temps on met un peu d'argent. Et il y a un moment où quand tu lèves des fonds, on te dit, et les fonds, des gros fonds connus, qui ont pignon sur rue, ils te regardent, ils te disent, mais... Ils veulent où le start-upper? Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ouais. Ils te disent, ils disent au mec qui est là opérationnel depuis 4 mois, alors que toi, ça fait 2 ans que t'es sur le projet, j'exagère un peu, mais ils disent, tu te rends compte, les mecs, ils ont que 70% de ta boîte. Tu dis, non, mais attends, je vais refaire le truc à l'endroit, et c'est ma boîte. Il a été payé l'opérationnel. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est le côté difficile. C'est que, il y a quand même dans ce modus, ce truc où tu te dis, attends, j'ai donné ce truc-là, je sais. Et tu te dis pas, je veux dire, pardon, excuse-moi, à ce moment-là, tu te dis pas, je vais prendre, t'es pas devenu comme eux. Non. J'ai pas l'impression, mais. Non. Alors, non, pas du tout. Et d'ailleurs, tu vois, le capital, la relation au capital, et le travail, pour moi, c'est un truc qui m'obsède. J'adore discuter de ce sujet-là. Par exemple, vaste sujet aussi. C'est un super sujet. C'est un sujet, je pense, aussi intéressant et d'actualité par rapport justement à la dimension travail. Moi, j'ai toujours prôné le fait de donner un maximum de capital aux salariés. Mm-hmm. Ça a ses limites, évidemment, parce que nous, on a des BSPCE. J'ai mis en place un plan de BSPCE pour les salariés de BAP. C'est un peu comme des stock options, les BSPCE. Donc l'idée, c'est que il y a potentiellement un petit prix d'achat et en l'occurrence de la revente. Voilà. Tous les ans, on va prendre X dixième ou en gros, l'idée des BSPCE, c'est juste que c'est financièrement, c'est une carotte si un jour la boîte est vendue et ça permet de partager finalement le prix de la vente, ce qui pour éviter de se dire en tant qu'entrepreneur c'est moi qui prend toute la valeur et vous avez rien, ce qui je trouve un petit peu dur, et puis c'est aussi, et c'est ça qui m'a animé le plus, c'est de dire que tu bosses avec des associés.
Ouais. Pas que des salariés, c'est des gens qui ont un petit bout de ta boîte potentiellement et ils sont au courant du fait qu'ils ont un petit bout de ta boîte. Du coup, ils se comportent différemment et ils ont, je pense, une approche plus volontaire, plus impliquée, plus bienveillante vis-à-vis d'une entreprise qui est pas juste une entreprise qui leur verse un salaire, même si c'est quand même important. C'est aussi une entreprise dans laquelle ils ont un petit bout, même si ça reste un tout petit bout. Ouais. C'est là où parce que souvent on entend dans la sémantique d'une boîte, une famille, une équipe, etc. Je trouve que ça prend tout son sens quand on propose un certain nombre de... Une équipe, pas une une équipe, famille. je suis d'accord. Parce qu'une famille, tu ne la quittes pas. Oui, non. Et tu vois, j'ai ces longues conversations typiquement avec mes équipes. Chez BAP, par exemple, je pense que c'est très sain qu'il y ait des gens qui viennent et qui partent. Le turnover, c'est important. Quand tu as des gens qui sont là depuis plus de 5 ans, bah potentiellement, même pour eux, mais surtout pour eux, ça, je pense que c'est important d'aller voir ailleurs et de trouver, voilà. Je pense que c'est des équipes que tu, voilà, rester très longtemps dans une boîte, je suis pas sûr que ça soit sain. Et donc il y a un turnover sain, je pense, dans les entreprises. Ça, c'est une non-conversation. Donc après, comment tu fais une adéquation entre un turnover sain et le fait que tu sois associé avec des BSPCE? C'est là où je suis en train d'essayer de résoudre cette équation. Elle n'est pas facile. Parce que en effet, en plus, on voit souvent que je te rejoins tout à fait sur le côté sain, c'est-à-dire nous, on a une rotation, une première rotation sur la partie agence l'année dernière, et où en fait, les nouvelles équipes sont pas forcément meilleures, mais plus adaptées. Dire meilleur, ce serait irrespectueux et faux par rapport aux anciennes équipes, mais quand je dis plus adapté, c'est-à-dire à la croissance, on est plus gros, on a besoin de gens qui font des choses différentes, qui ont une approche différente, donc on est finalement hyper... Mais quand ça arrive, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Je veux dire, après te dire non, elle peut pas partir parce que c'est l'enfer. On se dit, par moment, moi j'ai des gens qui partent, j'ai l'impression que tout va s'effondrer, quoi. Ouais, mais en fait, tu te rends compte que tout s'effondre pas et que tout se passe bien et que voilà. Après, chez BAP, on a très peu de turnover, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que un de nos métiers de dirigeant, c'est aussi de comprendre ça et de bien le gérer, et d'être conscient que en fait c'est normal, c'est pas une famille, c'est une aventure, c'est une équipe qui grandit, qui se recompose et qui avance en tant qu'entité tirée par les gens. Mais voilà, c'est complètement sain que voilà. Et ça, je le dis devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait un rendez-vous mensuel avec tout le monde et au dernier, on appelle ça les BBM, les Big BAP Meetings. J'ai encore répété à tout le monde que voilà, BAP c'est une aventure. Ils sont là pour une période, celle qu'ils veulent en fait, voilà. Mais que c'est très sain de partir et on les encourage s'ils se sentent pas bien à partir et à nous en parler, voilà. Et du coup au dernier BM, il y a quelqu'un qui a dit moi j'ai trouvé un job dans le sport et c'est vraiment ça que je veux faire. Donc à force d'entendre que faut suivre sa passion et si vous êtes chez BAP, faut que vous y soyez pour des bonnes raisons. Et du coup on a des gens qui partent tranquillement, sereinement et voilà, et ça se passe très bien. Et donc du coup je pense que c'est un aboutissement pour moi, ça, le bon turnover sain. Ouais. Non, c'est sûr. C'est toujours dur à encaisser, mais je suis assez d'accord. Et puis t'as accompagné les gens dans leur accomplissement quelque part. Si tu arrives et qu'il va en effet dans une filière qui l'intéresse. Et moi, je fais souvent la comparaison avec une équipe de foot. Tu vois, tu peux être milieu gauche dans une équipe très bon, et tu seras bien meilleur dans une autre équipe arrière droit. J'en sais rien. Ou même milieu gauche, mais bien meilleur parce que tu auras des meilleures personnes avec qui tu bosses mieux, qui te font des meilleures passes dans une autre équipe. Et il y a pas de règle. Donc le pire, c'est de se réveiller et de se dire ça me fait chier d'aller au taf. Donc voilà, moi j'encourage tout le monde à se réveiller en se disant mon taf, je le kiffe, quel que soit le taf. Vraiment, mais c'est primordial. Et quel que soit le salaire, c'est-à-dire que y a pas mieux que se réveiller en disant je vais à un endroit où j'aime aller. Je suis assez persuadé qu'il y a un moment où dans ta vie t'as un problème quand tu te dis je pourrais changer ou faire, mais en fait
je gagne tellement. Enfin, tu vois, en termes de salaire, je suis tellement, je gagne tellement bien. Ouais. Mais c'est quand même assez fréquent. C'est-à-dire beaucoup de gens qui se disent, si je vais ailleurs, soit je gagnerai pas autant, soit je prends des risques, etc. Après, pour régler toutes ces choses-là, quand t'es un peu emprisonné dans ce truc, ou alors t'es malheureux le matin en te levant, et ce qui arrive à beaucoup, ce qui nous arrive de temps en temps, il y a des moments dans les vies d'entrepreneurs, tu te retrouves aussi. Bien sûr. Ça existe, hein. On a des périodes où tu te retrouves dans une situation difficile, ou avec un truc où tu te dis bon, faut pas rêver, hein. C'est pas non plus à l'inverse le truc totalement idyllique. Maintenant, employé comme entrepreneur. Quand tu te réveilles et que tu te dis ça, faut changer des choses. Changer des choses, ça veut pas dire qu'il faut quitter ta boîte uniquement. Voilà, mais il y a la relation, il y a parler à ton boss, il y a parler à son boss, il y a changer de division, il y a changer de, je sais pas. Ouais, faut effectivement séparer le conjoncturel qui peut être résolu et le profond. Voilà. Je pense que typiquement, on parlait souvent de burn-out. Quand tu as un désaccord profond avec ta boîte où tu vois pas du tout le sens de ce que tu fais et tu te réveilles le matin en allant dans un endroit où tu ne comprends pas ce que tu fais et t'as pas de sens et voilà, et en plus on te pousse, là ça amène évidemment à des moments voilà, c'est pas possible quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est du taf mais c'est du kiff chez BAP. Ouais. C'est un leitmotiv profond. Et c'est aussi ça qu'on essaie de retranscrire dans nos espaces, du coup. Donc ça fait partie d'un vrai, alors là, le bonheur au travail, tous ces trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Il faut qu'il y ait une exigence, c'est du taf, mais il faut qu'il y ait du plaisir au boulot. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'alignement avec soi-même, à quoi bon? Voilà. Et ça commence par une infrastructure adaptée, déjà, que ce soit des bureaux sympas, voilà, de la déco, de l'ergonomie aussi, hein, de l'expérience utilisateur entre guillemets. Nous, on a fait ce bureau typiquement, on y est depuis un peu plus de 6 mois. Je me rends compte au bout de 6 mois que il manque des petites salles de réunion. En fait, on a 3 salles de réunion. Et la plupart sont occupées toujours par 2 personnes, et elles sont grandes. Du coup, là, on est en train d'en faire on va en faire 2 de plus. Non, on va pas cloisonner les grandes, ça me ferait trop mal. mais on va en faire 2 de plus, mais toutes petites pour 2 personnes. Ouais, des box. Ouais. Et voilà, des vraies box. Et puis après, on se rend compte que il y en a une qui est trop sonore, où il y a trop d'écho, donc on va rajouter des panneaux. En fait, c'est aussi ça. C'est vraiment ce qu'on compare au métier du digital, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'après 6 mois, comme un site internet, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, et du coup, on corrige. C'est le reflet aussi de. C'est le reflet de ce qui se passe dans la boîte, les bureaux. Donc voilà, la déco, les mots que t'écris, les affiches que tu mets, tout ça fait transpirer une culture. Et en fait, voilà, c'est le mot culture, il déteint, il est visible dans les bureaux. C'est au final ça qui devient très important dans chaque boîte. Oui, c'est ça. C'est toujours un parallèle que je peux faire, mais quand on fait une boîte qui fait par exemple un très beau site internet, une très belle appli, etc., et puis quand tu arrives dans la boîte, t'as un vieux truc dégueu, tu te dis en fait c'est un peu que du flan. Enfin, il y a un peu ce côté, se dire il t'envoie une image qui est un peu virtuelle, mais dans le réel en fait, t'as un vieux bureau tout pourri. Et je pense qu'il y a quand même en effet un lien direct. Mais alors du coup, vous avez quand même changé. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est changer le marché entièrement dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est-à-dire il y a quelques années, louer un bureau, alors tu parles d'il y a 10 ans, au tout début de BAP, mais louer un bureau dans un autre bureau, c'était quand même un truc même pas aberrant, c'était un truc inexistant. Enfin, ou peut-être que ça se faisait à l'ancienne en arrangement. Tiens, il y a un machin qui... T'as pas un pote qui... Ouais, mais il y avait même pas les réseaux sociaux pour le faire, donc en plus t'as pas un pote qui, fallait vraiment le faire à l'ancienne quoi. Ouais, il y avait des emails, il y avait des listes d'emails, je crois qu'il y avait des Google Groups. Et ouais, c'était ça en gros, c'était des emailing, des groupes d'entrepreneurs qui s'échangeaient des bons plans. Mais aujourd'hui, c'est quand je dis que ça a tout changé, c'est que c'est tout un modèle, c'est-à-dire que moi ici on a pris 350 mètres carrés, je me dis on va en louer, donc on en loue un peu plus de la moitié. Et puis je me disais mais on va avoir du mal à louer tout ça quand même, c'est pas si simple quoi. En fait ça se fait comme ça. Ouais. Et puis là je me dis mais en fait je veux 350 mètres carrés de plus quoi, parce que il y a potentiellement même de l'autre côté, du côté de la personne qui loue, un modèle économique aussi. Il va bosser avec vous. Ouais.
S'il choisit bien, il va trouver un endroit dans lequel, en plus de trouver un bureau, il va trouver du business. Et puis ça peut, là, nous il se trouve qu'on a acheté, donc ça peut aussi amortir un emprunt. Je veux me dire, j'aurais pu acheter le double finalement. C'était fantastique. Quoi. Non, le partage de bureau, ça a des vertus dans tous les sens. Flexibilité, coût et surtout partage social et partage business. Ouais. Donc voilà. Après, j'ai pas envie de dire qu'on a inventé quoi que ce soit. On a juste démocratisé et mis une plateforme, un peu comme l'a fait Airbnb, sur une pratique qui existait mais qui était pas scalable entre guillemets, ou qui n'avait pas de place de marché. Donc voilà, on a créé une vraie dynamique autour d'un usage qui était évident. Voilà. Donc, et après, l'espace de coworking vient aussi, on va dire, un peu plus normaliser ce marché, mais vient créer de nouvelles offres plus normées, avec des offres très différentes qui sont top pour tout le monde. Et dans ce modèle, l'achat, c'est quelque chose de trop cher, ou enfin la construction, c'est ça. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, oui, voilà, mais vous pourriez construire un immeuble, ou j'en sais rien. Non, déjà, il nous faut plus de sous pour en louer. Ouais. Donc voilà, ça coûte cher. Les acheter, écoute, c'est un sujet. On y pense, mais c'est pas un sujet du moment, quoi. Peut-être que l'année prochaine, on verra. Ça coûte pas forcément plus cher, parce que quand t'achètes un actif, t'as des banques qui te prêtent plus facilement, parce qu'il y a les murs, il y a le foncier, il y a des garanties. Voilà, il y a une garantie sur l'actif qui est prise, et donc la banque, elle est rassurée parce que t'achètes un immeuble. Quand tu loues, elle est moins rassurée. Donc ça coûte pas forcément plus cher, mais c'est plus d'ingénierie financière, plus de complications. Donc pour l'instant, c'est pas un modèle pour nous, mais pourquoi pas demain. Voilà, on n'écarte rien, on est il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous. Il y aurait le crédit bail aussi potentiellement. Le crédit bail, c'est une forme. Ouais. Non, mais il y a plein de choses qu'on peut imaginer demain. Voilà, notre problème, c'est d'essayer d'être focus. Ouais. Il y a plein de choses à faire. De gérer la croissance, et voilà. Mais c'est vrai que tout ça, c'est passionnant. Alors si on revient en arrière un tout petit peu, donc Digitic, donc en gros, t'as jamais arrêté de bosser pour Faber à ce moment-là. Tu t'es jamais mis full focus Digitic. Non, mais j'étais à moite-moite. Moite-moite. Ouais, en gros. Et donc finalement de 2002-2003 jusqu'à 2004 à 2006, Digitic à moitié, Faber à la moitié. Après, il y a eu 2-3 autres aventures dont j'ai passé, sur lesquelles j'ai passé. On avait investi dans une licence de freestyle foot. D'accord. Voilà, donc ça c'était un peu drôle. Football, hein. Oui. Freestyle football, ouais. Oui. On a organisé les premiers mondiaux de freestyle foot à Porte de Versailles. C'était assez drôle avec Eurosport. Ouais. Tu vois, on faisait plein de trucs marrants. Et après, je suis parti aux États-Unis. D'accord. Donc 3 ans en gros à San Francisco. Je suis rentré. Qu'est-ce que t'apprends là à ce moment-là, parce que c'est quand même. Alors t'es juste après Lehman, t'es en pleine crise financière. Ouais, c'est ça. Après Lehman, ouais. Je suis parti à peu près à ce moment-là, ouais. Et tu c'est septembre, hein, Lehman. J'ai plus. Ouais, je pars à peu près à ce moment-là. Et tu reviens avec quoi dans les bagages, je veux dire Écoute, 3 ans à San Francisco, je suis revenu avec une femme américaine qui est toujours là d'ailleurs. J'ai rapatrié à Paris. C'est une belle prise. C'est une belle prise de guerre, ouais. Voilà, écoute, hein, ils auront pas tous ces Américains. J'aurais piqué une citoyenne. Et j'ai appris quoi ? J'ai appris déjà que le coworking, c'était, je pense, voilà, j'ai ressenti le coworking et j'ai compris que c'était très fort, très puissant, de bosser à plusieurs dans un même espace, de s'entraider pour plein de bonnes raisons. Mais voilà, quand t'es plusieurs, t'es plus fort. Ouais. Voilà, c'est un principe de village, c'est un principe d'expertise que tu partages. T'as toujours des voisins qui ont des connaissances sur des sujets, qui ont un réseau. Et voilà, cette petite communauté de Paris Soma, elle m'a fait comprendre les ressorts de la force de partager des bureaux. Petite anecdote, tu vois, un de nos clients qui est devenu client, enfin un client du coworking si tu veux, qui s'appelle Nicolas Vidal, qui a fondé un magazine qui s'appelle BSC News. On l'a accompagné dans la refonte totale de BSC News pour que ça devienne Putsch. Donc son nouveau site a été lancé la semaine dernière, putsch.media. Et en l'occurrence, donc déjà il est devenu client grâce
au coworking et c'est un beau projet pour nous, un beau projet pour lui. Et en plus, du coup, la semaine dernière, pour son lancement, il me dit, est-ce que Mathieu, je peux faire venir quelques personnes pour le lancement, voilà. Petit pot, il fait, voilà, un petit pot. Et puis, il se retrouve... t'as trouvé un autre client. Voilà, non, mais le maire du 17e qui vient ici, etc. Cool. Et, il voit cet endroit, et il nous dit, en gros, c'est génial, j'adore, c'est trop beau, c'est le 17e qui se bouge, qui s'active, etc. Et là, il nous dit, voudrais revenir, je dois montrer avec le vice-président de la région Île-de-France, et donc il revient la semaine prochaine. On sert un peu de faire valoir, mais je veux dire, tu vois, en effet, là, comme tu le dis, c'est vraiment l'ouverture. Ouais, c'est l'ouverture complète. Ouais. Et en fait, ça s'appelle la sérendipité. Ouais. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu vas trouver, mais tu trouves quelque chose. Et si t'es ouvert et que t'as une approche comme ça, voilà, d'ouverture et de simplicité, tu te retrouves il t'arrive des trucs différents et des opportunités arrivent et c'est à toi de les saisir. Nous, on est même malheureux parce qu'il y en a 2 ou 3 qui voulaient venir, qui ont mis trop de temps et le bureau s'est rempli. Ouais. Et il y en a un, on se tourne autour, c'est vraiment, on est en plein là-dedans. Vraiment, il y en a 2 en particulier. Et pour l'instant, on peut pas les faire venir parce qu'on a plus de place. Et ça nous rend dingue parce que ils sont sympas, ils ont des super projets, ils cartonnent. Il y en a un qui a un clébard, il trouve pas d'endroit où dog friendly. Nous, on lui dit tu peux venir, y a pas de souci. Enfin ouais. D'accord. Donc t'as tout compris. C'est ça. C'est voilà. Et ça, tu vois, tu le comprends. C'est un truc que tu comprends qu'en le vivant en fait. Et donc voilà. Donc je pense que c'est ça que j'ai vraiment appris. Après, j'ai amélioré mon anglais aussi. Et puis voilà. Puis si j'ai appris quand même que voilà comment fonctionne la Silicon Valley de l'intérieur. C'est quand même une bête assez intéressante. Voilà, de voir ces grosses machines, ces grosses startups. On avait Airbnb qui était à 200 mètres de chez nous. On bossait pour eux au début, quand ils étaient 15 dans un appart. Je suis allé dans l'appart, fallait se déchausser, se mettre en chaussettes. Tu vois, voilà, et donc, je sais pas, oui, effectivement, il y a quelque chose de spécial dans cette partie du monde. D'inspirant, quoi. Ouais. D'inspirant, de gens un peu fous, un peu loufoques, qui regardent très loin. Et puis plein d'argent et puis plein de cerveau et puis une attractivité. Voilà, c'est un endroit assez marrant. J'en suis revenu aussi parce que voilà, c'est un petit peu trop et je préfère mon terrain parisien. Ouais. Et puis plein d'autres raisons culturelles les Américains quand même, ils sont fatigants aussi par plein de côtés. Donc j'avais envie de revenir à Paris et voilà, et donc c'est là où j'ai décidé en revenant à Paris entre guillemets lancer un projet. Et donc il y avait Bureau à partager qui entre guillemets était dans les cartons et qu'on n'en faisait pas grand chose chez Faber Novel. Et je me suis assis avec Stéphane et puis on a trouvé un deal. J'ai récupéré le bébé et j'en ai créé une filiale. Ça s'appelle dans notre jargon une excubation. D'accord. Et voilà. Et donc ça c'est parti comme ça. Donc vous avez créé ça et donc Faber est actionnaire. Ouais, Faber est actionnaire. Et moi je suis évidemment actionnaire de BAP. Il y a eu des levées de fonds déjà. Ouais. Il y a la Caisse des dépôts qui rentre au capital. Donc ils ont pas aimé que Faber soit actionnaire, par exemple, j'imagine. Si, non, mais en termes de au contraire. Ah si. Si. C'était important pour eux. Si je dis ça, c'est par rapport à notre approche tout à l'heure de Startup Studio. C'est pas pareil. La Caisse des dépôts, c'est pas un fonds classique, on va dire. Et puis l'entrepreneur, il est là. Ouais. Il était devant eux et il avait la majorité. Donc voilà. Si j'avais effectivement eu 20% du capital, la Caisse des dépôts aurait peut-être eu le même regard inquiet en se disant dis donc Faber Novel, vous êtes pas opérationnel, qu'est-ce que vous faites là quoi. Donc non, mais c'est normal. En tant qu'investisseur, tu veux des gens, bien sûr. Tu veux des capitaines ou un capitaine ou des capitaines qui vont tenir la barque. Et ça faisait quoi comme chiffre d'affaires à peu près je sais pas, quand t'as repris la baraque, c'était vraiment zéro. Ah oui. Ah non, j'ai repris un site internet. D'accord. J'ai pas pris une ligne de business. D'accord. J'ai pris un site internet. Au départ, je savais pas comment j'allais gagner de l'argent. J'étais sur ma petite table à l'entrée de Faber Novel avec ma meilleure copine Marie qui est toujours là et une stagiaire qui est toujours là, qui est revenue, qui s'appelle Marie aussi. T'as vu, j'ai commencé avec 2 Marie. 2 Clément, 2 Marie. Voilà. C'est non biblique. Donc au départ, voilà, j'ai démarré vraiment en mode bootstrap. J'ai mis les 100 000 euros
que j'avais gagné sur des critiques. Et puis je me dis on va voir ce qui se passe, tu vois. J'ai commencé à faire payer les gens quand ils trouvaient des bureaux grâce à nous, et puis finalement j'ai fait payer les offreurs. Et puis j'ai commencé à trouver un business model, puis ça a commencé à marcher, et puis j'ai développé d'autres choses, et puis comme j'aime bien avancer et pousser, j'ai développé des business, voilà, puis Morning, et puis Link, et puis voilà. Sachant que du coup, je me souviens plus comment ça s'est passé ici, mais le modèle, c'est que je paye aujourd'hui, c'est quand les gens viennent chez Cosa Vostra, donc je paye une commission normalement tu payes le premier mois. D'accord. À bureau à partager, ou 10% par mois pendant 12 mois. Donc en gros, on prend 10%. On prend 10% sur on prend le premier mois, quoi. Voilà. Ce qui est, et je le dis, pas pour faire tes pubs, mais largement valable, parce que aller chercher les mecs à droite à gauche, bon après... Oui, non, c'est pas possible. Non, après, si tu vas chercher dans ton réseau des gars, nous, on te facture... Enfin, voilà, c'est gratuit. Voilà. Oui, bien sûr. C'est pas exclusif. C'est parallèle, exactement, mais pas du tout exclusif. Donc, en gros, le discours commercial a toujours été... si tu trouves par tes propres moyens, bah génial. Ouais, moi je viens nous, on est là pour voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça te donne le choix. Si par exemple, nous on a toujours dit, bah tu peux mettre une annonce sur Le Bon Coin, peut-être que tu trouveras des gens. Au moins, tu auras le choix entre quelqu'un qui vient de chez nous, quelqu'un qui vient du Bon Coin, quelqu'un qui vient par ton copain. Et ça se trouve, la personne qui vient de chez nous, bah c'est un graphiste qui pourra t'aider dans ton business. Et filer un mois 300 balles à BAP, ça sera rien au regard de ce que le mec peut t'apporter dans ton business. Ouais. Donc c'est ça le discours, c'est de se dire il faut que tu aies le choix des colocataires, parce que c'est beaucoup plus important que juste 300 balles par mois d'avoir un colocataire. C'est quelqu'un que tu vas côtoyer tous les jours. C'est comme quand tu partages ton appart, quoi. C'est pareil. Tu le croises dans la cuisine, tu deviens pote, tu te tapes sa sœur. Enfin voilà, c'est. Non, mais c'est vrai que je dois dire que le côté. Nous, on a mis des annonces sur Le Bon Coin. On n'avait pas du tout le même type de personne. Exactement. Et je voudrais pas du tout être condescendant ou quoi. C'est juste que peut-être que, en tout cas, dans une approche un peu plus start-up, entrepreneur, etc., on avait des gens qui correspondaient plus à ce qu'on cherchait sur BAP. Ah, c'est un retour qu'on a tout le temps, ça. À noter. BAP, tu dis BAP, donc ça veut dire que vous avez, enfin, pour moi, c'est, tu vois, par exemple, je ne supporte pas quand quelqu'un dit Cosa au lieu de Cosa Vostra, j'ai envie de lui éclater la gueule, parce que je me dis, arrêté de me battre. On n'est pas assez connu. Bureauapartager.com. Voilà. Et le groupe s'appelle BAP. D'accord. Donc maintenant, on a un site qui s'appelle bap.fr, qui regroupe toutes nos activités. D'accord. Et donc, les activités en dessous, c'est bureauapartager.com, Morning Coworking, Link et Flex. Donc oui, on a fait un travail de naming. Oui, je vais me faire engueuler par ma DIRCOM, sûrement parce que j'ai pas encore toujours pris le bon vocabulaire. Voilà. Mais effectivement, c'est un travail qu'on fait. Mais c'est le groupe BAP maintenant. Ok, on a un temps pas extensible, alors je vais pas durer beaucoup plus, mais j'ai quand même quelques questions pour avant de te quitter. Aujourd'hui, tu parlais par exemple 10 à 12 heures par jour des gens qui bossent. C'est ton cas, toi? Tu bosses énormément comme ça ou... Ouais, je bosse pas mal. Alors, je pense que je bosse beaucoup moins que la moyenne des entrepreneurs, pour le coup. Surtout depuis que j'ai une fille. J'essaie d'être chez moi à 18h30, 19h. Tu vois, là, je suis pas mauvais encore. Et donc, et après, je bosse tout le temps. En fait, la différence, je pense, c'est que avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, c'est que moi, j'ai dans mon cerveau en permanence mon taf. Et donc, où que ce soit, sauf quand je fais du sport, quand je joue avec ma fille, quand je dors, voilà. Grosso modo, je pense à des sujets taf, et ça m'éclate en fait. Je peux pas faire des vacances sans couper mon portable. Je vais travailler genre 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais je ne supporte pas couper, par exemple. C'est parce que j'aime mon boulot. Je comprends. Voilà, donc mais en revanche, dès que je sens que l'overdose arrive, parce que de temps en temps tu peux, voilà, je fais gaffe et puis je vais couper. Donc en fait, pour moi, tout est une question d'équilibre. Voilà. Donc oui, je pense que je bosse une dizaine d'heures par jour, mais de temps en temps, je vais pas bosser le matin, de temps en temps, je vais bosser beaucoup. Je vais bosser 4-5 heures le week-end, répartis. Ouais. Enfin, en fait, voilà, je bosse tout le temps et je bosse jamais, quoi, entre guillemets. C'est ce qui me fait marrer, parce que au moins t'es lucide là-dessus.
je m'étais un petit peu moqué de Céline Lazorte quand j'ai échangé avec elle sur ce podcast, donc la fondatrice de Litchi, parce que elle me dit, moi, le samedi, je travaille pas. Et je lui dis, d'accord, mais du coup, tu regardes pas ton téléphone. Elle me dit, ah bah si, mon téléphone, si, mais bon, tu regardes pas tes emails, bah si, mais bon, c'est pas travailler. Ça lui dit, ben, si, en fait, quand tu reçois des emails le week-end et que tu les traites d'ailleurs ou que tu les traites pas, que tu les lises et que tu sais quand même une certaine, ne pas travailler du tout pour un entrepreneur, ça voudrait dire vraiment sortir toute influence, ce qui est quasi impossible d'ailleurs. Mais Moi, je pense que je traite, alors traiter, c'est lire, effacer et répondre, une centaine d'emails dans le week-end. Voilà. Notamment parce que on a un petit truc chez BAP, c'est que tout le monde fait un petit email le vendredi pour raconter sa semaine et les grandes priorités de sa semaine prochaine, et je suis en copie, pas pour fliquer. Donc tout le monde le fait à qui? À son boss, à tout le monde, non, quand même à pas. Non, tout le monde le fait à son team coordinateur. On essaie d'être très à plat, donc on est plus sur, on essaie d'être, il y a plus de poste, il y a plus de boss, on est très entreprise libérée chez BAP. D'accord. Enfin, c'est un gros sujet du moment, et on y travaille. Donc oui, il l'envoie à qui il veut en fait. C'est ça qui est marrant. Mais je suis en copie, peut-être pas pour plus longtemps, faut que je vois parce que ça commence à faire beaucoup. Mm-hmm. Mais ce qui est génial, c'est que ça me donne le pouls de la boîte, parce que je lis assez vite en fait tout ce que raconte tout le monde, surtout. Et du coup, ça me donne une vraie impression de ce qui se passe sur le week-end. J'ai en gros une photo de la boîte. Donc tu as 70 mails à peu près. Ouais, c'est ça en gros. Et cinquantaine, parce qu'il y a des gens qui oublient. D'accord. et le mail, il dit c'est good, bad, ugly news, ou c'est juste t'as des gens qui font 5 lignes et des gens qui en font 50. Mais s'ils ont un gros fail, ils doivent le dire aussi, ou ça... Ah ouais, enfin, l'objectif c'est de partager. Ouais. Le fail c'est normal, hein, donc non, tout le monde partage, ils partagent ce qu'ils veulent, les moments, les sujets durs, les sujets ce qui vont bien, les trucs sur lesquels on demande évidemment à tout le monde d'avoir une idée par semaine. Donc ça, c'est mon truc. J'aime bien le évidemment, mais évidemment, ouais, c'est pour c'est une évident, idée ça. par semaine. Ouais. On demande aux gens d'avoir une idée par semaine sur la boîte, sur leur business, sur ce qu'ils veulent. On attend des thèmes, voilà, où on devrait partir en séminaire, j'en sais rien, ou comment tu pourrais améliorer ton business ou ton efficacité. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, plein de sujets divers et variés, que ce soit business ou voilà, organisation. Idée, quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose, des choses sur lesquelles tu sors des idées, ouais. Des idées, des vrais trucs. Quoi. Ouais, bien sûr. Et bien, plein de trucs. Mais surtout, ça me nourrit, en fait. Et je me rends compte que c'est ça, en fait, qui devient mon rôle, en fait, de plus en plus, c'est d'être le plus haut possible, et d'être nourri le plus puissamment possible, et d'essayer de retranscrire l'entreprise, et d'essayer d'amener de la vision et de la hauteur. Et donc ça me nourrit, parce que en fait je vois tout d'un coup, en fait. C'est pas forcément clair quand je l'explique, mais si tu le vois. Ouais, je le vois. Et du coup mais en revanche tu supprimes des strates, parce que, enfin, je veux dire, tu parlais de management horizontal. Il y a alors moi, c'est des choses qui m'intriguent et sur lesquelles évidemment, comme beaucoup, je me renseigne énormément. L'entreprise libérée, toutes ces choses-là. Et à la fois, il y a aussi des choses qui sont difficiles quand tu... par exemple, moi, je vis une période difficile en ce moment en termes de business. On va parler de toi un peu. C'est que... Non, mais... et j'en ai parlé avec Bertrand Altmaier, je sais pas si tu le connais, qui est le fondateur de Marcel, qui a vendu notamment ses 2 boîtes à Renault récemment. Et en fait, un passage difficile pour un entrepreneur, je crois, c'est de passer une grosse trentaine de salariés. Parce que quand tu arrives aux alentours de 30, 35, 40, en fait, et du coup, on reviendra sur ce point-là précis, mais t'as pas de middle management. Donc, t'es impliqué dans tout. Donc, t'as beaucoup trop de travail. Donc, moi, je suis pas du tout dans le micromanagement. Ça m'intéresse pas, mais il se trouve que, on te sollicite. On me sollicite sur beaucoup trop de choses, et des choses sur lesquelles j'ai peu de valeur ajoutée. Et en fait, lui me disait, quand je lui demandais à quel point il bossait et s'il bossait trop, ça c'était en dehors du podcast, mais je peux le raconter, je pense. Et il me dit, depuis 1 an, on est passé de 30 à 50. Et donc, j'ai rentré des middle managers. Alors c'est peut-être tes team leaders ou voilà, mais
Et du coup, je bosse mais nettement moins qu'avant. Et c'était une libération. Et c'est vrai que je me dis, bon, pour moi, la prochaine étape, c'est d'arriver à ce moment où on réussit à passer ce truc où finalement, il y a une forme de tension permanente sur un business où faut le tenir, enfin pas mal de choses, hein, mais des rentrées d'argent, payer des gens, trouver de nouveaux clients, aller de l'avant. Et du coup, tout ça, c'est passionnant. Moi, c'est vrai que j'adore ce que je fais, mais en termes de volume de travail, c'est démentiel. Ouais. Alors, je pense que la première chose, moi, que j'ai faite et qui me permet d'être, on va dire, un peu plus libre, c'est de responsabiliser à mort les gens. Et donc, et de leur donner de l'autonomie et de la liberté et de la responsabilité. Donc, tout ça va ensemble. Et en gros, de leur dire, démerde-toi. Quand t'as un problème, tu te démerdes, tu me sollicites vraiment que si t'y arrives pas. Mais en tout cas, sauf à ce que t'estimes que t'aies besoin de ma validation parce qu'il y a beaucoup de risques sur la décision ou autre, ou parce que tu veux juste me tenir informé. Tu peux me tenir informé, mais me demande pas forcément ma validation. Donc voilà. Déjà, ça c'est une façon de te décharger et de responsabiliser les gens. Et en plus, ça a une vertu juste incroyable, c'est que les gens, ils se sentent plus concernés, plus motivés, plus impliqués. Ils progressent parce qu'ils ont de la responsabilité. Et ils bossent juste mieux, quoi. Bien sûr. Donc déjà, ça c'est un style de management. J'aime pas ce mot, mais par le coaching plus que par si tu dois suivre mes ordres, oui. Et qui te permet en fait de pas avoir de manager, parce que tout le monde est manager de son boulot. Donc ça je pense que c'est la première chose à faire si on veut se libérer du temps. Et du temps de cerveau et du temps d'interaction. Et après, dans ces entreprises libérées, je te conseille de le lire, Laloux, qui est vraiment un super bouquin là-dessus. Comment tu Laloux, Laloux. D'accord. Reinventing Organization, qui est un bouquin que j'ai lu en fin d'année dernière et qui a révélé en fait beaucoup de choses qu'on faisait chez BAP, qui a mis des mots et qui a mis de la théorie sur des trucs très concrets. Et on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit progresser. Je dis pas qu'on y est. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément complètement d'accord. Mais cette idée qu'en fait les coordinateurs d'équipe, donc t'as des équipes, quelles que soient tes équipes, tu les fais fonctionner en équipe. Et après, t'as un coordinateur qui va être la personne qui va être un peu plus senior, ou qui va être celle qui va, ça peut émerger naturellement, ça peut être d'ailleurs un jeune qui devient coordinateur, et puis après t'as des experts dans les teams, et donc tu vois, cette équipe là elle doit presque fonctionner en autonomie. Et c'est des équipes qui sont en ligne ou qui sont par projet, ou qui se forment, qui se déforment, ou ce sont des équipes T'as en gros alors chez BAP on a une équipe par business, et puis après tu peux avoir des équipes dans les équipes. Et après, tu as par exemple des compétences qui vont être un peu plus transversales. Donc, tu auras des bizdev qui sont transverses, des expertises chez différentes personnes qui sont dans différentes équipes qui vont se réunir, typiquement. D'accord. Donc après, faut essayer de trouver une organisation qui soit la plus lean, mais en même temps la plus efficace par rapport à ton business. Donc ça, c'est tout un travail. Et puis, ça dépend aussi des gens. Donc ça, c'est hyper chouette, en fait, en termes d'exercice. Mais bon, la base de la base, c'est de responsabiliser les gens, et déjà, quand t'as des gens qui aiment leur boulot, qui sont responsables de leur taf, t'as déjà fait la grande moitié du chemin, quoi. C'est sûr, c'est ce qu'on essaye de faire ici, systématiquement. Dans les personnes qui rentrent, on leur dit très vite, tu sais que ici, tu vas être très vite livré à toi-même. On est là en support, mais on est pas là pour te dire ce que tu dois faire, quoi. Donc, et on est dans l'auto-formation, beaucoup dans moi, apprendre à quelqu'un à faire du dev en Node.js ou du référencement naturel, j'aurais peu de valeur ajoutée. Donc, d'accord. Et du coup, tu parlais un peu de tes lectures là. Tu lis beaucoup de bouquins comme pas ça, assez. Pas assez. Pas assez du tout. Celui-là, on me l'avait conseillé, du coup, je l'ai lu, et en fait, je lis très peu de bouquins de management, en fait. D'accord. Celui-là, voilà, voire pas du tout. Alors si je me suis dit que j'allais lire, là, j'ai commencé, mais j'ai fait que 3 pages. Le livre dans la même veine d'Isaac Getz, qui est un mec que j'avais rencontré en 2004 avec Fabien Novel sur son premier bouquin qui s'appelait Vos idées changent tout, que j'avais beaucoup apprécié.
et on a eu une mission sur la détection des idées, la remontée des idées sur une boîte, et du coup je m'étais beaucoup intéressé au sujet. Du coup, comme il a écrit un livre qui s'appelle Entreprise libérée ou Libéron, je sais plus comment il s'appelle. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais le lire, mais je suis au début du début. Et t'as évoqué un peu de philo tout à l'heure, ou autre chose comme ça. Tu lis d'autres choses? Non, c'est quand non, je lis pas beaucoup. Là, j'ai les 2 bouquins de Mata Hari. Il faut que, pareil, j'ai commencé. Je m'endors. En fait, j'arrive, je lis 10 pages le soir. Je m'écroule, quoi. C'est une activité qui est quand même. Donc non, en vacances. Je lis un peu en vacances. Non, mais je dois lire 5 bouquins par an, quoi. C'est affligeant. Je suis affligé par. Alors moi, je me suis contraint à en effet lire le soir en me couchant tous les jours, être loin d'un téléphone portable ou d'un écran. Donc je suis sur Kindle. Bon, personne n'est parfait. Et le matin, moi, j'ai une tendance à me lever assez tôt et souvent avant mon réveil. Et donc je lis aussi. C'est-à-dire que tu lis le matin. Oui, la première chose que je fais maintenant depuis quelques mois, c'est que je lis le matin. Et en fonction de l'heure à laquelle je me réveille, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure. Mais du coup, je lis beaucoup plus. En quelques mois, le fait de s'imposer. Mais honnêtement, il y a un côté. T'as pas d'enfant encore? Si, mais comment tu fais? C'est compliqué. Non, ça dépend. Là, tu lis avant que tes enfants se réveillent? Généralement, oui, mais je me réveille assez tôt. Mais donc t'es à 5h du matin. Mais ouais. Okay. Bravo. Parce que... Non, mais c'est pas mal. C'est une bonne chose. D'accord. Et du coup, c'est quoi tes petits secrets? Je vais te libérer juste après. D'entrepreneurs, justement, dans tes routines quotidiennes, dans tes inspirations. Après, on va parler très vite des outils que tu utilises, que tu peux recommander, mais est-ce qu'il y a des petites choses Alors, moi, l'inspiration, c'est beaucoup les gens. Discuter avec toi, là, par exemple, pendant 1 heure, je vais y repenser, puis je vais avoir des idées. Et la chance, c'est que tu pourras le réécouter. Je pourrais le réécouter, je vais me réécouter, tu vois, complètement mégalo. Oui. Donc moi, je m'inspire beaucoup des conversations que j'ai avec des amis. J'ai pas mal de potes entrepreneurs, donc on échange beaucoup. Et juste les gens que je rencontre, que ce soit quand je fais des entretiens, dès que je rencontre en fait quelqu'un que je ne connais pas, j'essaie de trouver des trucs enfin voilà, dans la conversation, j'ai beaucoup de choses qui m'inspirent. Les questions, quoi. Ouais, des questions, et donc je pense que ça compense un peu ma non lecture. Donc je lis pas assez, effectivement. Donc je suis beaucoup dans la conversation et dans l'échange. C'est ça qui m'amène des idées. Je suis incapable d'avoir des idées tout seul, par exemple. Enfin, j'en ai assez peu. Et donc du coup, faut que je confronte, et dans la conversation, je trouve des idées, et je fais grandir les idées. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des idées tout seul? Parce que je veux dire, ça sort toujours d'un. Si, t'as des moments où t'as un eureka quand même. Ouais. T'as des trucs où t'as un tout, ça sort, et tu dis du coup, mais j'ai souvent quand j'ai une idée, j'appelle quelqu'un pour la partager, juste pour la confronter tout de suite. Moi, je la note parce que je l'oublie. Ouais, effectivement. Il y a ça aussi, ça m'arrive. Donc moi, je fais beaucoup de sport. Donc, mon secret, c'est l'équilibre physique. Quelle forme c'est? Je fais du foot, du tennis, je vais à la salle. Voilà, je fais du vélo. Voilà, donc j'ai besoin de transpirer pour vider mon corps. Et ça crée je pense un équilibre important. Enfin, c'est un équilibre important pour moi. Ça aussi, les enfants, ça va changer les choses. Mais... Ouais, moi je sais pas, j'ai une petite fille, évidemment, c'est un bonheur, et ça, voilà, j'ai pas encore d'inspiration conversationnelle avec ma fille à 2 ans. J'espère que ça viendra vite. Non, j'ai pas de secret magique. Des outils, tu utilises quoi, genre en productivité, t'as pas de, je sais pas, getting things done, de choses, de méthodes, je sais pas quoi, non? Non, je prends aucune note. C'est fou ça. Donc t'as une grosse mémoire? Non, aucune mémoire, mais je prends aucune note, et je fais une sélection naturelle de ce que je retiens. Donc je ne prends plus de notes en rendez-vous. Alors, sauf si je dois faire that sticks. C'est vraiment exactement. Ce qui reste, c'est là. Et ben c'est ça, c'est certain que c'est important et que je vais le faire. Non, moi j'ai 3 outils. Mais moi ça me fascine, parce que alors moi j'ai vraiment très peu de mémoire, mais mon truc c'est les notes, quoi. C'est-à-dire que ça me sauve la vie. Non, mais j'ai 3 notes qui traînent quand je dois faire une to-do list, parce que c'est important, mais sinon je vire les notes.
et je fais très peu de to-do list. Tu t'envoies des emails, je sais pas. Je m'envoie un peu des emails. Quand je veux me faire un truc quand je veux pas oublier quelque chose à faire, je m'envoie un email. Effectivement. Oui, mais ça c'est une forme détournée de prise de notes ou de to-do list. Alors, mais du coup, je me sers de mon agenda pour mes rendez-vous, de mes emails. Et honnêtement, mes SMS et mon WhatsApp, enfin, tu vois, je suis hyper. Alors, chez nous, on utilise Asana, mais comme je veux pas être dans des projets, je regarde très peu. On a Slack évidemment, et je suis dedans, donc j'utilise Slack. Enfin, voilà, je suis dans tous les réseaux sociaux, mais je pense que 80% de mon temps, c'est email. Maintenant, j'ai un truc qui s'appelle Julidesk. Je sais pas si tu connais. Julidesk, oui. Qui est le truc qui fait, voilà, c'est un assistant bot, assistante bot que j'adore. Ça gère mon agenda. Ça me fait gagner un temps monstre. Ça marche bien. Ça marche très bien. Et j'allais dire qu'il fallait que Slack soit le sponsor de ce podcast parce qu'à chaque épisode, quelqu'un me dit je suis sur Slack évidemment et donc il faudrait que je trouve mon équipe est sur Slack. Mais moi, je l'utilise pas assez bien et pas assez. Enfin, pas bien. Tu vois, par exemple, je suis un mauvais élève de Slack. Sachant que voilà, ça a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire qu'en termes d'interruption, c'est compliqué. Moi, j'ai enlevé la notification. Donc voilà. Non, mais alors, je pense que ça a des vertus parce que ça enlève des emails. Mais je pense que ça dépend pour qui, ça dépend sur quel sujet tu travailles. Ça dépend de ta personnalité. Honnêtement, faut prendre les outils qui te correspondent. Il y en a 50 000. Faut les tester, faut voir. Si t'aimes bien avoir la tête au carré, avoir des Wunderlist et tu utilises Wunderlist et voilà. Donc, moi, je suis assez basique. J'ai mes emails. Je suis en mode zéro inbox. Donc faut qu'à la fin de la journée, j'essaie d'avoir 10 emails. Et là, ça va me rendre fou quand je vais revoir mon portable parce qu'il va y avoir 50 emails et donc je vais essayer de les traiter au maximum pour me coucher avec très peu d'emails. Et j'utilise la fonction inbox d'en renvoi des emails pour justement me renvoyer les trucs que je dois faire. Voilà. Mais je me sens libre quand je suis un peu attaché par mes emails. C'est peut-être mon plus gros problème. Ce qui est un très gros problème. C'est un gros problème. Mais je le gère pas mal. Alors je me demande si je vais continuer à bien le gérer. Donc tu vois, c'est un sujet en ce moment. Mais pour l'instant, ça va. Ouais, parce que moi, c'est une box. En fait, j'essaie de pas avoir d'emails en non lu. Parce que les non lus sont ceux à traiter et j'arrive jamais à descendre en dessous des 50, 60, 65, ce qui est pas énorme en soi, hein, mais moi je jette, je transfère ou je réponds ou je renvoie plus tard. Et j'essaye de le faire, de dépiler. Moi, il y en a que j'arrive pas. Tu vois, des trucs qui ont 1 an et demi, c'est vraiment le dernier du fond et je peux pas le jeter parce que je sais qu'il va me servir un jour et il faut que je le garde quelque part. Mais remets-le toi dans 3 semaines. Au moins, tu le reverras dans 3 semaines ou dans 2 ans. Tu mets une date il revient. Il y a une fonction où l'email revient de façon aléatoire. Je l'aime pas mal. Je l'aime bien, c'est là. Je la presse quand je me dis, bon, celui-là, vraiment, je m'en fous. On verra quand il revient. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, j'ai été ravi. On pourrait continuer encore bien longtemps, mais on se fera ça. On va suivre de près. Donc, bureau à partager. On peut te suivre, toi, où tu communiques un peu, Twitter, LinkedIn, pas trop. Facebook, Twitter. Je poste un petit peu, mais bon, pas grand-chose. Si on t'ajoute sur Twitter, enfin oui, on va pas accepter ou pas ton compte privé. Pas grand-chose, ouais. D'accord. Non, c'est C'est plus bureau à partager qu'on va suivre. BAP, on va essayer de prendre la parole de plus en plus sur le future of work. Ok. Et ça va être, je pense, notre sujet de l'année 2018. On est en 18 déjà. Donc je pense que c'est là que en fait, je viens de réaliser que j'ai trouvé mon futur sponsor, quoi. C'est bureau à partager. J'y avais pas pensé. On va se parler juste après. Clément Altresco, donc je te remercie 1000 fois. Merci à toi. Je suis bureau à partager partout. À très bientôt sur Génération Do It Yourself. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.